à cette session d'actualité sur la RTGIA. Découverte ce mercredi des deux fosses communes à Tchanzu et à Tchingueiro, deux localités du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Julien Paluku, gouverneur de province, en appelle au déploiement rapide d'une équipe de la Cour pénale internationale pour enquêter. Et puis l'Organisation mondiale de la santé s'implique dans la lutte contre la fièvre hémorragique d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Un comité d'urgence des règles sanitaires s'est réuni à Genève, en Suisse. Et enfin, transport des taxis-motos à Kinshasa, les conducteurs sollicitent de l'autorité provinciale la révision de la mesure leur interdisant de circuler après 19 h. Nous recevons dans ce journal un invité, il s'agit d'Émile Louzolo, il est médecin, spécialiste en santé publique. Bonsoir Émile. Bonsoir. Avec Émile, nous allons parler de la brûlante question de la contamination de la fièvre hémorragique et d'Ebola. Quelles sont les dispositions qui sont prises en République démocratique du Congo? Mais avant cela, nous allons d'abord parler de pays d'Amérique et Afrique. Le président américain Barack Obama a annoncé 33 milliards d'investissements en Afrique. Le président américain s'est dit optimiste pour les renouvellements de l'AGOA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il faut préciser, le sommet va se clôturer par une conférence de presse qui sera animée par les chefs d'État et de gouvernement. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, il sera question des deux thèmes, à savoir comment mettre en valeur la nouvelle génération d'entrepreneurs, mais également la question de la paix et la sécurité régionale. Stabilité en République démocratique du Congo, l'État continue à se resserrer autour des rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. En effet, le gouvernement américain exige un désarmement rapide de ces rebelles. L'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, Russ Feingold, l'a rappelé le mardi lors du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui se clôture aujourd'hui à Washington. L'ambassadeur américain estime que les FDLR, pour les FDLR plutôt, l'option militaire doit non seulement être envisagée, mais aussi qu'elle doit être prête à être lancée dans un futur proche. Deux fosses communes ont été découvertes à Tchingueiro et Tchanzu dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de province, Julien Paluku, sollicite le déploiement urgent d'une équipe de la Cour pénale internationale afin d'enquêter sur ces actes de violation des droits de l'homme commis par les différentes rébellions dans cette province. Plus d'informations avec notre correspondant dans cette partie du pays, Marty Dacruz-Olemba. D'après nos sources dans la zone, tout serait parti d'une embuscade tendue sur la route Rutshuru-Roubaré aux hommes fidèles à Mwamindé et Dieudonné en mission de vérification des manifestations organisées sur place à Roubaré, cadrant avec l'installation d'un certain Cassien Bigoé qui s'est dit le roi Ntamuhanga II et renversé les Mwamindé, reconnu jusqu'à ce jour par le ministère congolais de l'Intérieur et Affaires coutumières. Soudain, des échauffourées ont éclaté entre les deux factions, faisant ainsi plusieurs blessés graves de part et d'autre, dont le bilan n'est pas encore. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Nous allons maintenant parler de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, qui a donc parlé de la reprise des offensives contre les miliciens du FRPI en Ituri et l'implication des Nations Unies dans la lutte contre la fièvre hémorragique et d'Ebola. Ce sont là donc quelques points importants qui ont été abordés au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo. Le compte rendu avec Astrid Mbouyi, Filemon Longonia et Baudrimata. L'environnement sécuritaire dans la partie occidentale de la RDC est relativement calme grâce aux efforts des FARDC appuyés par la MONUSCO pour sécuriser la population civile. Cependant, les FARDC poursuivent les offensives contre les miliciens du FRPI, auteurs de meurtres, pillages et viols en Ituri, et le groupe armé sévissant dans les territoires de Walikale et de Beni. Les forces armées de la RDC ont aussi découvert des caches d'armes dans la localité de Kingi, située dans le parc de Virunga. Concernant l'arrestation de Jean-Bertrand Ewanga, le directeur du BCNUDH estime qu'il convient de respecter les lois du pays en matière de liberté d'expression, droit fondamental défendu par les Nations Unies. Sur le plan humanitaire, les Nations Unies, par le canal de l'OMS, soutiennent la RDC dans le renfort des mesures sanitaires contre la fièvre hémorragique d'Ebola. Déjà, l'OMS a remis un kit de protection personnelle au ministère de la Santé. 50 pièces des combinaisons complètes destinées à être prépositionnées à l'aéroport international de Njili et un autre kit
le sera pour le site portuaire. Et pour lutter contre la mortalité infantile, les Nations Unies accompagnent la semaine de l'allaitement maternel. En somme, le porte-parole militaire de la MONUSCO a rappelé la poursuite du processus de démobilisation volontaire de groupes armés. Et cette situation qui inquiète, la fièvre hémorragique d'Ebola continue à faire des victimes. En Afrique de l'Ouest, déjà, l'on dénombre plus de 900 décès selon le bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Une réunion du comité d'urgence des règles sanitaires de l'OMS a débuté et ce mercredi à Genève en Suisse. La République démocratique du Congo prend déjà des mesures qui s'imposent à cet effet. Suivez ce reportage de Clarisse et Coco Kapalaï. Le virus d'Ebola devient de plus en plus hors contrôle en Afrique de l'Ouest. Cette fièvre hémorragique a déjà fait 932 morts selon les dernières statistiques de l'OMS. Dans les pays touchés par cette épidémie, à savoir le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Nigeria, l'urgence s'impose. L'OMS, dépassée par la vitesse de la propagation du virus, convoque pendant 2 jours, c'est-à-dire mercredi et jeudi, les comités d'urgence des règles sanitaires à Genève en Suisse. Ces comités vont décider de la nécessité ou non de décréter une urgence de santé publique de portée mondiale par rapport à cette épidémie. Ces comités fera connaître ces décisions vendredi prochain. Cette instance qui s'est réunie à huis clos pour la première fois au sujet d'Ebola rassemble des experts internationaux, les représentants des pays affectés qui vont donner un avis technique à la directrice générale de l'OMS. La RDC qui a souffert 6 fois déjà de la fièvre hémorragique d'Ebola prend des précautions. Quand on est par exemple dans une situation de suspicion d'Ebola, il faut éviter, dès qu'on a déclaré qu'il y a le cas de choses de fièvre, donc avec hémorragie, donc il faut déjà se dire que nous sommes dans une situation de maladie ou bien d'alerte à la maladie. Vous devez vous laver les mains, vous devez vous empêcher en période par exemple d'épidémie comme ça ou des suspicions d'épidémie, éviter de saluer, parce que vous ne savez pas celui qui a la maladie ou celui qui ne l'a pas. Donc le fait de se laver les mains, avec même le savon, le lessive, le fait de se laver les mains, ça protège beaucoup. Maintenant, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire en pleine épidémie, il faut avoir tout l'accoutrement pour les personnels qui soignent. Au-delà des mesures d'hygiène, les thermomètres laser ont été disponibilisés pour la détection des cas suspects. L'hygiène aux frontières est la première barrière qui doit arrêter Ebola à être importé en République démocratique du Congo. Tout en vous félicitant pour le travail que vous êtes en train de faire, surtout le screening qui se fait à travers la fiche sanitaire d'accueil des voyageurs, qu'avant toutes les formalités au niveau des points d'entrée, il faudrait passer d'abord par le prélèvement de température et nous avons même promis que dans les semaines à venir, l'aéroport de Kinshasa sera même doté d'un scanner thermique. Le gouvernement congolais expérimenté dans la lutte contre la fièvre hémorragique d'Ebola a remis les kits de protection contre cette épidémie au Cameroun. Je vous le disais, nous recevons dans ce journal un invité. Il s'agit d'Émile Luzolo. Il est médecin et spécialiste en santé publique. Avec nous allons parler justement de cette question de la contamination de la fièvre hémorragique d'Ebola. Comment vous définissez cette épidémie? Merci pour cet honneur. En fait, il s'agit d'une maladie causée par un virus, comme on le dit, le virus Ebola, et qui sévit en mode épidémique. Il vient par crise, par période. C'est-à-dire que dans un moment donné, il y a une partie d'un village ou d'un pays qui est attaqué, qui est atteint par le virus. Et c'est un virus qui cause de très nombreux dégâts au niveau de l'Afrique de l'Ouest et précisément aussi de l'Afrique centrale. C'est pourquoi nous avons pensé en parler aujourd'hui, parce que nous sommes en Afrique centrale. Oui, effectivement, on parle déjà de plus de 900 cas qui ont été déjà dénombrés en Afrique de l'Ouest. Comment la maladie se transmet d'une personne à une autre? Merci. Depuis le début de l'année 2014, la maladie a été déclarée au niveau de la Guinée, et Libéria, ensuite Sierra Leone. Et après, il y a eu un cas qui a été recensé au niveau de Lagos, au Nigeria.
La maladie, avant, on pensait que c'était à partir d'un singe que l'on arrivait à se contaminer avec le virus Ebola. On entend en contact avec le virus, mais les dernières études ou recherches ont prouvé que c'est à partir des chauves-souris. L'homme allant en forêt se contaminerait à partir directement soit d'une chauve-souris, soit la chauve-souris contaminerait le singe et le singe l'homme, et ainsi l'homme rentrant dans son village contaminerait ce qu'on appellerait des contaminations interhumaines, c'est-à-dire soit par les liquides biologiques, salive, sperme, sang, ou encore par un contact direct avec soit le cadavre ou la personne infectée. Une personne saine peut attraper ou contracter la maladie et ainsi être elle-même aussi source de diffusion de maladie. Est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui que la fièvre hémorragique d'Ebola constitue un problème urgent de santé publique? Déjà de par sa définition ou de par les nombres, vous l'avez dit au début, qu'il y a un grand nombre de décès, nous pouvons dire avec assurance que l'épidémie de... Exactement 932 selon le bilan de l'OMS. Voilà, pour environ plus ou moins plus de 1400 cas dépistés. L'épidémie de virus Ebola est un problème majeur de santé publique dans le sens où il y a une importance numérique, il y a beaucoup de gens qui sont contaminés, il y a des villages entiers qui sont décimés par l'épidémie et il y a un risque potentiel de contaminer encore beaucoup plus de gens. Et nous avons tout suivi à la fin du mois dernier. MSF a déclaré que l'épidémie était hors contrôle. C'est-à-dire que c'est un problème qui se généralise. Et je pense que la RDC n'est pas de reste. Et nous allons maintenant parler de quels sont les signes cliniques qui peuvent amener à détecter la fièvre hémorragique d'Ebola. C'est tout de même la difficulté avec la fièvre hémorragique et à virus Ebola. En fait, nous disons que ce sont des fièvres hémorragiques. Le grand tableau, ce sont des fièvres. Mais quand on fait la fièvre en Afrique ou en Afrique subsaharienne, ce n'est pas la première chose à laquelle on penserait. Donc il y a la fièvre qui est accompagnée de l'asthénie ou de fatigue. Il y a des maux de tête. Ce sont des signes plus ou moins généraux que l'on retrouvera auprès d'une personne qui fait le paludisme ou la malaria, par exemple, ou encore un syndrome grippal. Mais en plus de cela, dans un tableau, en fait, après plusieurs jours, parce que l'incubation, c'est-à-dire le temps entre le moment où on contracte l'infection, on se contamine et le développement de premiers signes, ça peut aller de 2 à 21 jours. Moyennement, ça tourne entre 4 à 9 jours. Donc, l'incubation étant cette période-là, dans la suite, après les signes généraux, la personne peut commencer à manifester des signes d'hémorragie. Il saigne à l'endroit de l'injection parce qu'on voulait casser la fièvre, on donne une injection, la personne saigne et c'est une hémorragie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Au niveau des yeux, vous observez ce que nous appelons des injections conjonctivales, donc la personne est en train de saigner. Les personnes qui ont une peau claire, on peut voir même des hémorragies en sous-cutané. Et la mort intervient rapidement, la létalité tourne entre 60 à 90%. Et la République démocratique du Congo a malheureusement déjà connu 6 fois l'expérience de cette maladie, cette épidémie. Et comment faut-il l'éviter justement pour que l'on ne tombe plus dans cette situation désastreuse? Le problème de l'épidémie du virus Ebola, c'est un problème qui doit concerner plusieurs secteurs. Ce n'est pas simplement un problème du secteur de la santé, mais il y a plusieurs secteurs qui doivent travailler vraiment en synergie. Nous l'avons suivi dans le reportage. Il faut déjà qu'au niveau des frontières, qu'on arrive à renforcer des mesures, à dépister à temps et à pouvoir mettre en quarantaine les personnes suspectes pour pouvoir étayer bien étayer le diagnostic, asseoir le diagnostic. Alors, la République du Congo n'est pas du reste parce qu'il y a toujours cette possibilité qu'elle entre en contact avec, qu'elle puisse recenser les cas qui... Nous avons tout de même plusieurs frontières qui nous mettent ensemble avec les voisins, par l'aéroport, par les ports, ainsi de suite. Justement, c'est-à-dire que nous avons le nord de la République, parce que si nous devions essayer de ressasser un peu l'histoire de la maladie, nous rendons compte que c'est une maladie qui sévit dans des régions forestières. Et nous avons plein de forêts, nous avons une grande forêt au niveau du nord et au niveau de l'ouest de la République, même aussi au niveau de l'est. Donc il y a lieu de renforcer des mesures de sécurité, il y a lieu de renforcer le contrôle dans toutes les frontières et les dépistages. Il faudra aussi que le personnel soignant, parce que l'épidémie d'Ebola souvent ravage et la communauté et les personnels soignants, que le personnel soignant entre en connaissance avec les signes majeurs qui peuvent les aider à dépister, et non seulement à dépister, mais aussi à se mettre à se protéger ou à avoir des précautions pour ne pas être contaminé. Merci beaucoup, docteur Émile Louzolo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci.
Poursuivons ce journal avec cette affaire qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. Il s'agit de Jean-Bertrand Iwanga contre le ministère public. C'est aux environs de 20h mardi soir que la Cour suprême de justice a répondu aux exceptions soulevées par les avocats du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise sur l'inconstitutionnalité de la loi sur la procédure en flagrance. La Cour suprême de justice a décidé de surseoir aux poursuites en flagrance et de s'en remettre à la Cour constitutionnelle et de clore la mise sous surveillance, sous résidence surveillée du député national Jean-Bertrand Iwanga. Nous allons poursuivre dans nos prochaines éditions pour connaître la suite de ce procès. Et consécutivement à cette situation, nous avons un communiqué du président de l'Assemblée nationale qui dit exactement ceci, qu'en date du 5 août 2014, il a été formellement saisi des poursuites initiées le même jour à charge de l'honorable député national Iwanga Jean-Bertrand pour offense envers le chef de l'État et discrimination raciale ou tribale suivant un acte du procureur général de la République l'ayant immédiatement déféré devant la Cour suprême de justice en procédure flagrante. Autrement dit, par déduction, sans lever préalablement l'immunité parlementaire consacrée par la Constitution et les lois de la République, ainsi que par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'en réaction prompte au message de l'officier du ministère public, le bureau de l'Assemblée nationale a tenu à rappeler que l'accusé est un député national et qu'à ce titre, il devrait bénéficier en sus d'un procès équitable de tous les droits, privilèges, des poursuites, des juridictions dues à son rang, les faits fussent-ils flagrants ou réputés tels. Qu'à l'issue de la première audience publique de la Haute Cour, l'honorable député Iwanga a été, en vertu des 10 privilèges, des poursuites assignées à résidence surveillée en attendant le règlement par le juge constitutionnel d'une question préjudicielle soulevée par le collectif de ses avocats, que le bureau de l'Assemblée nationale entend s'impliquer à fond pour que le droit de la défense et l'honorabilité du député national poursuivi soit sauvegardé, que les sus-nommés restent à ce jour députés national à part entière. Fait à Kinshasa le 6 août 2014, Jean-Pierre Mavungu, directeur de cabinet de l'honorable président de l'Assemblée nationale. Et puis l'Union pour le développement du Congo, l'UDECO, s'invite dans le débat sur la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Son président national intérimaire André Mokesanza, qui qualifie la question de faux débat, appelle plutôt les uns et les autres à travailler pour un Congo émergent. Suivez ce reportage de Mireille Yenga, Chimska Pangala, rendu par Clarisse Koko Kapalai. L'Union pour le développement du Congo, l'UDECO, pense que la révision constitutionnelle ne doit pas faire un débat, mais c'est plutôt la vie sociale des Congolais qui doit intéresser les familles politiques. Mais la Constitution elle-même dit qu'on peut la toucher et donne les mécanismes, la procédure pour qu'on puisse la toucher. Au niveau de notre famille politique, on n'a jamais reçu, n'est-ce pas, un ordre officiel pour dire non, essayez, n'est-ce pas, de vous engager maintenant à la révision des articles 220. Et le président nous a demandé de ne pas nous engager dans ce genre de débat. C'est une distraction. Il l'a dit. Et il a dit, ce qui le préoccupe pour le moment, c'est le social, n'est-ce pas? À ce qui concerne l'arrestation d'Iwanga, l'UDECO estime que la justice a fait son travail et que le Congo a plus besoin des gens qui mènent des idées neuves. Le pays n'a pas besoin d'aventuriers. Le pays n'a pas besoin, n'est-ce pas, des gens qui utilisent des langages orgueilleux. Le pays a besoin des gens qui amènent des idées neuves. Quand nous parlons à la population, nous devons faire très attention. Il ne faut pas distiller à la population un langage de haine, n'est-ce pas? Un langage de mépris. Là, c'est très dangereux. Notre ami Iwanga a
à dicter des propos discourtois à l'endroit du chef de l'État, là, il tombe sous le coup de la loi pénale. L'UDECO soutient que les solutions aux problèmes de la RDC ne doivent pas venir d'ailleurs. C'est vraiment aberrant. Hein? C'est une honte, n'est-ce pas, que nos solutions soient trouvées à Washington. Le président national AU de l'UDECO invite tous les Congolais à travailler pour un Congo émergent. Génération de 2006. Les jeunes réunis au sein de l'organisation non gouvernementale Amour sans frontières plaident pour la vulgarisation de la loi électorale, histoire que cette couche de la population sache qu'elle est aussi concernée par les élections. C'est le sens du mémorandum qui a été déposé ce mercredi par cette organisation non gouvernementale à la Commission électorale nationale indépendante. Les propos du président de cette ONG ont été recueillis par Richard Chako-Kaningele. Nous avons déposé ces mémos, c'est par rapport à ce que nous voulons faire participer les jeunes. Les jeunes ne doivent pas se sentir à chaque fois écartés alors qu'ils sont majoritaires. Aujourd'hui, la population congolaise constitue à grande partie de la jeunesse. Donc au total, 68% de la population. Donc nous ne voulons pas que les jeunes restent à l'écart de ce processus. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes se sont désintéressés aux élections comme si ils n'étaient pas concernés. Alors que la loi électorale nous autorise les jeunes déjà à l'âge de 18 ans de se présenter comme candidats aux élections. Que les partis politiques puissent aussi aligner des candidats jeunes. Parce que les jeunes aussi qui adhèrent dans des partis politiques se sentent aussi étouffés. Et nous appelons aux partis politiques de tenir compte des jeunes aussi dans leurs listes qui vont présenter aux élections locales. Surtout c'est là où nous battons pour que beaucoup de jeunes se sentent engagés. Parce qu'il y a un problème, un adage français qui dit que faire quelque chose pour moi, sans moi, c'est le faire contre moi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas dans les cercles de prise de décision. La faute incombe à tout, que ce soit au niveau des jeunes et au niveau des dirigeants. Donc les jeunes doivent aussi prendre conscience de s'engager, que ce soit les élections qui sont en cours, de prendre conscience qu'ils sont aussi concernés. Et puis le 16e synode de l'Église du Christ au Congo a ouvert ses travaux ce mercredi au complexe scolaire Monseigneur Chaoumba. Au cours de ces assises, les participants vont procéder aux amendements des textes légaux qui régissent cette Église et ils vont se prononcer sur les questions d'actualité qui touchent à la vie du pays. Richard Chako-Kaningele, bienvenue Magambo. Ils sont venus de toutes les provinces de la RDC. Ces pasteurs, évêques et représentants légaux de l'Église du Christ au Congo vont au cours de ces 16e synodes réfléchir sur les grandes options qui touchent à la vie de l'Église. Il s'agira d'amender les textes légaux, à savoir les statuts et les règlements intérieurs de l'Église du Christ au Congo, de régler les conflits au sein de certaines communautés, bref, statuer sur le fonctionnement de l'Église dans tous ses aspects. Lorsque le synode se réunit, il aborde toutes les questions sensibles, internes comme externes aussi, parce que c'est la voix de l'Église. Ce sont des délégués qui ont été sélectionnés par leurs pairs pour venir exprimer leurs sentiments. Aux côtés de ces aspects purement internes, les participants vont se prononcer sur certaines questions d'actualité, dont les processus électoraux. Ce que la CENI avait fait, à mon avis, d'abord on voulait, dans ce calendrier, payer ou récupérer, n'est-ce pas, le reliquat des choses qui n'ont pas été faites dans les années passées. Vous voyez, on a organisé presque 2 fois, n'est-ce pas, les élections. Donc on est resté avec une démocratie élitiste, c'est-à-dire seulement là en haut, et puis la population, rien. Ouvert ce mercredi, les travaux du 16e synode national de l'ECC se clôturent le dimanche 10 août prochain. Dans le volet de la coopération, sachez que la Banque mondiale entend concrétiser d'urgence les projets retenus lors du récent séjour du vice-président de cette institution en République démocratique du Congo. Le représentant résident ad intérim de la Banque mondiale en a parlé ce mercredi avec le chef du gouvernement Matata Ponyo-Mapon, qui a aussi eu des entretiens avec le représentant pays de la coopération britannique, mais également avec l'évêque de Kenge. Bibi Chimouzeke Matete nous en dit plus.
Il était question pour le représentant résident ad interim de la Banque mondiale de faire le point avec le chef du gouvernement des grandes décisions qui ont été prises au cours de la récente visite du vice-président de cette institution en RDC. Une enveloppe d'environ 3,5 milliards de dollars américains a été allouée pour concrétiser en urgence, entre autres, le projet du barrage Inga 3 et le parc agro-industriel de Bukangalonzo. L'évêque de Kenge, pour sa part, est venu recevoir d'amples explications auprès du chef du gouvernement Matata Ponyo sur ce parc situé dans une partie du territoire du diocèse de Kenge. Le Bandundu qui a été choisi, comme vous le savez, c'est une région plutôt agricole justement, et qu'on développe l'agriculture. Ça c'est certainement une très bonne chose parce que nous vivons de l'agriculture. Et si on peut avoir la possibilité d'intensifier ce secteur-là, ce ne sera que pour le bien de notre population, dans la région. Et certainement, l'initiative est à saluer en ce sens-là. Le Premier ministre Matata Ponyo a enfin échangé avec le directeur pays de la coopération allemande. Le DFIDID a salué le leadership du Premier ministre qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre de programmes dans le secteur de la santé, l'assainissement, la politique et l'eau. Avec 200 millions de dollars alloués à la RDC, le DFIDID demeure engagé à maintenir le même niveau d'appui aux Congolais. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce une enveloppe supplémentaire de 5 milliards de francs congolais pour le salaire des enseignants chaque mois à partir du mois d'octobre 2014. L'annonce a été faite au cours d'une réunion entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le vice-ministre aux Finances, celui du budget et le banc syndical de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le reportage d'Astrid Mbouyi, René Pamphile Kayombo et Francis Mundele. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a conféré ce mardi avec les syndicalistes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans la salle de formation des enseignants. Objectif, évaluer l'année scolaire 2013 et faire des projections pour 2014-2015. À l'occasion, le gouvernement a annoncé l'enveloppe supplémentaire de 5 milliards de francs congolais pour les enseignants. Une enveloppe qui sera disponibilisée au mois d'octobre. Pour les actions à réaliser à partir du mois d'octobre 2014, en matière salariale, la politique du gouvernement est de rationaliser les rémunérations des fonctionnaires et agents de l'État par des augmentations progressives du salaire de base. Le gouvernement va débloquer à partir du mois d'octobre 2014 une enveloppe supplémentaire de 5 milliards 164 millions 193 579 francs congolais par mois à affecter à l'amélioration de la rémunération des enseignants. Il a été révélé au cours de cette rencontre que près de 30 000 enseignants ont été mécanisés en cette année 2014. Pour Maker Mangoufamba, le chef de l'État a une attention particulière à l'éducation. Le président de la République a fait de l'éducation une priorité. Le gouvernement que dirige le Premier ministre Matata fait tout pour rencontrer cette vision du président de la République. Tout le monde, l'opinion, le gouvernement doit avoir un regard, doit tourner ce regard vers l'enseignant. Parce que c'est la pierre angulaire, c'est la pièce maîtresse pour que nous arrivions à améliorer notre système d'éducation. Sans autre forme de procès, a-t-il dit, la rentrée scolaire 2014-2015 est bel et bien confirmée pour le 8 septembre prochain. Les conducteurs des taxis-motos ont finalement levé l'encre après 24 heures d'observation d'une grève observée à Kinshasa, capitale de la RDC. Ces derniers continuent tout de même à solliciter auprès du gouvernement provincial la révision de la mesure leur interdisant de circuler après 19 heures. Le constat a été fait pour vous par Vicky Moukeba. Bienvenue Magambo et Bodrimata. 24 heures après la grève des conducteurs des taxis-motos, la situation est redevenue à la normale ce mercredi à Kinshasa. Pour le président du syndicat national des conducteurs des taxis-motos, cette décision de la grève a été prise par les différents chefs de parking suite aux tracasseries dont ils sont victimes. Toutefois, les pourparlers se poursuivent entre le groupe socio-professionnel et les autorités provinciales sur la question. On peut aussi dénoncer la tracasserie qui est poussée par l'autorité et puis l'insécurité parce qu'on ne trouve plus la personne qui est habilitée d'interpeller
un motocycliste. Et même dans le même mémo, nous allons quand même déposer pour expliquer notre inquiétude par rapport aux décisions prises par l'autorité. Au rond-point Capella, le conducteur de taxi-moto trouvés sur leur lieu de travail sollicite auprès des autorités provinciales que la mesure interdisant les motos de circuler après 19h soit revue. Les conducteurs de taxi-moto souhaitent que les agents commis au contrôle des documents soient identifiés par les autorités provinciales de Kinshasa. La police n'importe quelle police partout. Même il y a certes, même il y a nini nyonso bazokanga tozoyi bate unité nini esengele kanga kabiso. Ba jeep mususu ezona butu sans plaque. Donc bazozo moto bazokende nango zo comprendre aussi ces années. Yango wana to sai ma grève wana lobby. Mais donc toza nord de toi ba mikano na biso ba casque to lataka. Rappelons que le conducteur de taxi-moto sont accusés de banditisme, vol à l'arraché et d'agression de la population. Nous allons terminer avec la lecture des journaux parus ce mercredi dans la capitale congolaise. Ils se sont focalisés sur le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, mais également sur la décision de la Cour suprême de justice dans le dossier relatif plutôt à l'arrestation du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Jean-Bertrand Ewanga. La sélection d'Astrid Mbouyi et Baudrimata. Premier sommet États-Unis-Afrique, l'opposition tire en l'air. Ces titres paraît à la une du journal L'Avenir. Le tabloïd ajoute « Les apprentis sorciers se trompent de cible en érigeant Barack Obama en donneur des leçons des décideurs congolais. L'opposition renchérit l'avenir, oublie vite que les USA sont devenus une nation dont on peut se passer et non plus la nation indispensable à l'époque de Bill Clinton. » En parlant aussi de l'opposition politique, Forum des As écrit « Retombée du meeting de l'opposition à Njili. L'UNC Ewanga en résidence surveillée. La décision a été prise par la Cour suprême de justice qui a siégé le mardi en procédure de flagrance. Jean-Bertrand Ewanga est poursuivi pour outrage et offense au chef de l'État lors du meeting du cartel de parti de l'opposition le lundi, rappelle Forum des As. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement a instruit le rapporteur adjoint d'assurer le suivi du dossier Ewanga auprès des institutions judiciaires. Alors que Richard Mouyège, ministre de l'Intérieur, a rappelé le parti politique à l'ordre en revenant sur le pacte républicain qu'ils doivent observer. L'observateur qui revient sur le sommet États-Unis-Afrique note que Washington est prêt à investir 14 milliards de dollars américains en Afrique, destinés au secteur de la construction, des énergies propres, de la banque et de technologie de l'information. À propos de l'augmentation des salaires des enseignants, la référence plus écrit à sa une, le gouvernement annonce une enveloppe supplémentaire de 5 milliards de francs congolais. C'est le vice-ministre au budget qui l'a annoncé mardi au cours de la réunion d'échange entre les syndicats et les autorités de l'EPSP. Enfin, dans cette revue de presse, La Prospérité s'intéresse à l'apport de Malou Malou au 16e synode national de l'Église du Christ au Congo et met dans ses colonnes, le président de la CENI a présenté le lundi aux membres de ce synode les défis et perspectives du processus électoral en RDC. Ce journal est à présent terminé. Vous pouvez suivre aussi l'actualité sur la radio RTGA 81.1 MHz. Restez avec nous sur la RTGA. RTGA